13h, le journal de RTI 1. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la diplomatie économique dans le financement du plan national de développement 2021-2025. Un atelier s'est ouvert hier dans le district d'Abidjan. Cette rencontre vise la prospection de nouveaux marchés pour les exportations de produits et services. La lutte contre le trafic des enfants s'intensifie en Côte d'Ivoire. 22 enfants mineurs burkinabés et leurs 2 employeurs en partance pour Daoukro ont été arrêtés récemment à Bouaké, dans la région centre. C'est un coup de filet des éléments de la police criminelle. Enfin, aux États-Unis, le bilan de l'immeuble effondré en Floride passe à 10 morts. La diplomatie économique, l'un des facteurs de développement de la Côte d'Ivoire. Un atelier sur la contribution de la diplomatie économique pour la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025 s'est ouvert hier dans le district d'Abidjan. Objectif, la prospection de nouveaux marchés pour les exportations de produits et services. Les précisions dans ce reportage de Éric Goré. Membres du gouvernement, diplomates, économistes et financiers, pour un objectif commun. Cet objectif vise à faciliter la mobilisation des financements extérieurs pour la mise en œuvre du PND 2021-2025. À travers ce séminaire auquel ils prennent part, ces personnalités reçoivent des feuilles de route dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, le monde est devenu concurrentiel à tout point de vue. Et dans cette concurrence économique que se livrent les États, la promotion est un axe majeur dans la stratégie que nous engageons pour atteindre nos objectifs de développement. Notons que grâce au travail acharné du gouvernement, l'économie de la Côte d'Ivoire est parmi les plus dynamiques du monde. Malgré le contexte de la Covid-19, l'économie ivoirienne a démontré sa résilience avec un taux de croissance de 2% au moins, avec des bases qui sont donc demeurées solides. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a instruit les diplomates à s'impliquer dans cette recherche de financement au profit des populations ivoiriennes. La prise en compte de la diplomatie économique au nombre des priorités du gouvernement à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril dernier et la participation pour la toute première fois du secteur privé sont une source de motivation supplémentaire pour le ministère d'État dans son engagement à mener à bien ce projet de mobilisation des financements extérieurs. Les résultats déjà enregistrés par nos ambassades et consulats en la matière traduisent leur capacité à relever ce défi. Le message est bien entendu par les diplomates qui saluent la démarche. Je voudrais confirmer l'engagement du groupe des partenaires au développement à accompagner l'organisation du prochain groupe consultatif pour le financement 2021-2025 si les modalités de sa préparation sont partagées dans les meilleurs délais. Le cadrage macroéconomique et budgétaire du PND 2021-2025 est de 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 000 milliards pour le secteur public et plus de 40 000 milliards pour le secteur privé. Toujours en Côte d'Ivoire, le début aujourd'hui des épreuves orales du baccalauréat session 2021. Ce sont au total 312 771 candidats qui sont interrogés en français, en anglais et en allemand ou en espagnol. Les oraux du baccalauréat 2021 vont s'achever le 2 juillet prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, interviendront du 5 au 9 juillet 2021. Des ordinateurs, des photocopieuses et 2 véhicules tout-terrain estimés à environ 130 millions de francs CFA offerts récemment à 2 contrôleurs de l'Éducation nationale. Cérémonie en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. C'est un don de la Banque islamique de développement soutenu par les fonds OPEP pour le développement international.
Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs des États généraux de l'éducation nationale. Et pour réussir cette rencontre, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'inspire des modèles éducatifs d'autres pays. Des responsables de ce département ministériel sont ainsi à Dakar pour suivre les États généraux de l'éducation nationale sénégalaise. Les explications de Eve Blé. Bien faire, surtout mieux faire, pour tenir cet engagement au profit de l'école ivoirienne, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ne manque aucune occasion de s'enrichir d'expériences diverses et de ce qui fait leur succès. Une délégation du ministère est en séjour d'imprégnation à Dakar. Le Sénégal a organisé les États généraux de l'éducation en 2015 et son système éducatif connaît des avancées positives qui intéressent la mission ivoirienne. Son ministère prépare, on le sait, les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et la partie sénégalaise marque sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons les mêmes problématiques, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici. On en parle beaucoup au niveau de la confémène. On échange sur beaucoup de pratiques. Mais la demande elle est extrêmement forte et on ne fera plus comme avant. On ne peut plus concevoir le système éducatif comme un système entre quatre murs isolés. Et il faut également qu'on voit système, qu'on voit l'enseignement préscolaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. C'est ça qui se trouve dans notre programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Les échanges et le partage d'expériences ont commencé lundi avec les structures du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal vont durer jusqu'à vendredi. Avec nos collègues des structures du ministère de l'Éducation du Sénégal, nous avons abordé un certain nombre de questions concernant la coordination des projets. Nous avons regardé avec eux le pilotage de ces projets, les outils de gestion qui ont été mis en place. Les débats ont été très denses et annoncent des perspectives intéressantes, surtout en matière de coopération et de partenariat que nous pouvons faire au-delà de cette mission. Initiatrice de cette mission d'imprégnation, la ministre Mariatou Koné est attendue à Dakar. Elle prendra part aux travaux de restitution de la mission d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui de l'Éducation nationale du Sénégal. Plus de 9000 étudiants ivoiriens suivent une formation en France. Mais comment avoir le visa Campus France? Quels sont les documents à fournir pour obtenir ce visa? Quand faire la demande? Des questions au centre d'une conférence organisée il y a quelques jours par Campus France, structure officielle pour les demandes de préinscription dans les établissements supérieurs français. Les détails, Jean Djadji. Suite à une forte augmentation de demandes d'obtention de visa via Campus France, l'organisation lance ses journées préparation départ 2021. Cette rencontre vise à informer et orienter les étudiants et professionnels désireux d'aller en France. La conférencière expose sur l'importance de constituer un bon dossier pour le visa. Nos candidats, donc, avec notre accompagnement, en fait, font tout un parcours d'inscription dans les établissements. Lorsqu'ils obtiennent des admissions dans ces établissements publics, ils valident leur choix et ensuite ils peuvent aller rejoindre ces établissements en France. En fait, nous les mettons en contact avec les établissements français. Moment de poser les préoccupations et de se renseigner pour les participants. J'avais un peu de difficultés. C'est vrai que je me suis informé, mais je n'y arrivais pas. Alors je suis quand même venu et ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé qu'elle a bien expliqué, m'a plutôt bien orienté, mais si j'ai encore des petites lacunes, mais je vais poser des questions après. J'espère que ça va m'aider beaucoup. Cette journée préparation départ 2021 ouvrira bientôt ses portes aux étudiants de l'université de Bouaké.
Dans l'actualité également, le Forum national de développement économique local. Cette rencontre s'est tenue hier dans la commune de Grand-Bassam, dans la région sud. Objectif, présenter les acquis de la phase pilote du partenariat municipal pour l'innovation en développement économique local, programme financé par la Fédération canadienne des municipalités en collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Les précisions de Dangui. Fabricante et vendeuse de perruques au bord de la route non loin du rond-point du Grand-Bassam, Nieli rêve de plus d'autonomie financière. J'aimerais un jour avoir moi-même mon propre coin, un salon pour réaliser mes choses. Sinon, pour le moment, ici, c'est parce que je n'ai pas les moyens. L'émergence d'un environnement favorable à l'autonomie financière des jeunes et des femmes est indispensable au développement local. C'est l'un des enseignements de la phase pilote des partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local dénommé PMI-DEL. La localité de Korogo a bénéficié de cette phase pilote. Je prends par exemple le projet de la transformation de bio de la mangue séchée avec un montant de 6 millions non remboursables. Aujourd'hui, les femmes ont un chiffre d'affaires de près de 20 millions. Maintenant, pour l'élevage de l'agouti, elles sont passées par de 6 millions à 14 millions. Donc, ça vous dit effectivement que l'impact est réel et indiscutable. Autant d'acquis de la phase pilote du PMI-DEL qui ont été capitalisés lors du forum de développement économique qui a eu lieu à Grand-Bassam en présence des représentants de la Fédération canadienne des municipalités, partenaires financiers du projet. Il est démontré, sans aucun doute, que de miser sur l'entrepreneuriat féminin et, pour ce qui est des jeunes, de leur offrir des occasions d'obtenir de l'expérience, de se bâtir un curriculum vitae et puis de développer des contacts, toute la communauté en bénéficie. Nous avons pu constater le savoir-faire en matière de développement local avec la FCM à travers le Canada, l'ambassade du Canada. Et aujourd'hui, nous sommes toujours demandeurs. Les défis sont grands. Nous souhaitons toujours l'accompagnement pour que des 201 communes de Côte d'Ivoire, beaucoup d'autres communes puissent en bénéficier. Dans le cadre de ce partenariat, les capacités de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et UVIC aussi ont été renforcées dans sa quête de leadership en matière de développement local. Direction à présent le Burkina Faso où la fonction publique accomplit progressivement sa transition numérique. Le pays s'est en effet doté d'un guichet virtuel dans le souci de gérer efficacement son administration publique et cela grâce aux technologies de l'information et de la communication. Éric Goré. Chacun devant son ordinateur pour la composition. Ces messieurs et ces dames sont candidats au concours d'entrée à la fonction publique burkinabé. La composition se fait en ligne. Des questions s'affichent sur l'écran de l'ordinateur et les candidats donnent les réponses. Ils affrontent les épreuves de culture générale et de spécialité. Tout est mis en œuvre pour choisir le plus méritant. La journée d'hier, nous avons 14 concours qui ont été administrés en ligne. Donc ça, c'est ce qui est tout de suite visible en fait en termes de résultats. La composition va durer seulement que 2 heures. Au terme, chaque candidat aura sa note. Le candidat qui compose doit choisir parmi les QCM et une fois que vous composez, automatiquement il y a un matching qui est fait avec les réponses types. Donc, de sorte à ce que si vous cliquez sur la dernière question, automatiquement, vous avez votre note que vous pouvez regarder. Après avoir affronté les épreuves, des candidats se prononcent. Certains sont satisfaits de leur note et d'autres pas. Je trouve ça très transparent. Voilà, par rapport aux années antérieures, parce que si vous finissez d'ailleurs vous pouvez regarder vos notes. J'ai eu ma note, mais tout dépendra du niveau d'ensemble de la classe. Je peux avoir ma note, je peux estimer que la note n'est pas bonne, mais si le niveau d'ensemble de la classe aussi est ça, je me dis que peut-être Dieu aidant et avec les mains de nos ancêtres, je me dis que ça va aller. J'ai eu ma note, mais bon, c'est pas la note que j'espérais. Je retourne un peu dessus, oui, un peu dessus quand même, parce que j'espérais mieux. Le résultat final, lui, sera disponible 2 jours après la composition. Au Burkina Faso, le numérique sert également d'interface entre les usagers et l'administration publique.
grâce à un guichet virtuel qui gère les plaintes en prenant en compte les suggestions du grand public. Un tour dans l'enceinte de ce guichet virtuel appelé plateforme de gestion de plaintes et de suggestions des usagers de la fonction publique. Cette plateforme, elle est innovante. Elle couvre l'ensemble des ministères et institutions de notre pays et elle va faire en sorte que si vous avez une plainte, vous avez plusieurs possibilités de pouvoir les déposer. Ouattara Aruna gère une autre plateforme pour faciliter la tâche aux retraités. C'est la plateforme des retraités informatisés, simplifiés et centralisés des actes. Prisca, une innovation. Prisca permet aujourd'hui aux services compétents de pouvoir initier le dossier de retraite d'un agent sans même qu'il soit au courant d'abord. Nous sommes dans un esprit d'anticipation. C'est-à-dire qu'à travers Prisca, nous avons une anticipation sur 2 ans. Tout agent susceptible d'aller à la retraite dans 2 ans, d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans, on commence à créer les dossiers de retraite dans Prisca. Et on commence à y mettre toutes les pièces exigées pour le départ à la retraite. Grâce à plusieurs compétences burkinabées, la diaspora burkinabé accompagnée des compétences locales qui entourent le ministre de la fonction publique. Il nous a plu à partir de ce moment-là de faire recours à l'expertise burkinabé. L'expertise burkinabé partout où elle se trouve. Donc, j'ai donc dû rechercher des Burkinabés, soit par le biais de certains camarades qui vivent à l'étranger ou qui sont à Ouagadougou. C'est ainsi que j'ai mis la main sur des experts en informatique. Aujourd'hui, on les retrouve un peu partout, ceux de la France, en Russie, en Belgique, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Google, à Microsoft, à Software. Donc, l'idée, c'est de faire recours à ces expertises-là et puis arriver à trouver un vrai mixage avec les techniciens locaux. Donc, moi-même, ai servi de vecteur de transmission entre ces différents jeunes en leur parlant le langage qu'ils peuvent écouter et comprendre, en leur faisant comprendre que pour que nous réussissons la transformation digitale, il faut certainement une expérience externe, mais il faut aussi une expérience locale. Le numérique au cœur de l'administration burkinabé, un exemple qui inspire, une approche innovante qui facilite la vie. Retour en Côte d'Ivoire où des réflexions sont actuellement ouvertes par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Objectif, mieux gérer le secteur agricole. Les travaux se déroulent à Grand Bassam, dans la région sud. Pour en parler, Jean-Luc Bangbo. C'est à un exercice d'auto-évaluation que se sont livrés les gestionnaires du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à Grand Bassam. Ces responsables qui expérimentent depuis 2020 la gestion des fonds du ministère dans le cadre du budget programme dressent un bilan satisfaisant. C'est une première expérience d'exécution du budget en mode programme. Donc il y a beaucoup de nouveaux acteurs, il y a beaucoup de nouveaux outils qu'il faut maîtriser. Sur les 17 indicateurs cumulés des différents programmes, on a au moins 7 qui ont été atteints à 7% et plus de 9 à plus de 50% et seulement un seul indicateur qui n'a pas atteint les 50%. Donc je pense que c'est des éléments de satisfaction. Des éléments de satisfaction, mais également des marges de progression sur lesquelles le ministère veut capitaliser afin de rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive. Monsieur le ministre d'État nous a donné quand même une feuille de route où il s'agira de trouver des réponses à ces 13 questions qui se posent pour ce qui concerne le cadre global de la modernisation de l'agriculture pour la rendre à la fois rentable, attrayante et compétitive, tout en faisant en sorte que l'exploitant agricole, en un mot l'agriculteur, puisse voir son environnement amélioré et bien entendu tout cela soutenu par une sécurisation foncière qui fasse en sorte que les investisseurs puissent s'intéresser à notre secteur sans trop grossir le risque de ne pas avoir de retour sur investissement. Les réflexions de cet atelier visent à apporter des réponses à 13 questions qui se posent à l'agriculture ivoirienne de façon générale. Des solutions qui seront consignées dans un document dit de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance, des PPD-PAP.
Rappelons qu'il nous faut continuer d'appliquer les gestes barrières contre le coronavirus et faisons-nous aussi vacciner. 11 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 48 203 cas confirmés de coronavirus, 47 784 personnes guéries, 313 décès et 106 cas actifs. À noter que le 27 juin dernier, 1314 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 745 327 doses administrées. Une opération de don de sang pour sauver des vies, c'est une initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan. Cette collecte de sang s'est déroulée récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Djeneba Bini et Jean Djadji. Sauver des vies en donnant un peu de son sang. Les membres de la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan l'ont bien compris. Ils viennent d'initier une opération de don de sang. Cadre choisi pour cette opération, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous avons constaté que les gens meurent dans les hôpitaux par manque de sang. Les drépanocytoses en particulier, les femmes qui sont en train d'accoucher n'ont pas de sang. Et nous avons décidé en tant que jeunes d'apporter notre élan de solidarité en organisant ce deuxième projet communautaire pour donner notre sang, pour sauver des vies. Un projet communautaire qui vise à participer à la lutte contre la pénurie de sang dans les centres de santé. À leur côté, des bénévoles venus également faire don de leur sang. Nous sommes là pour poser une action citoyenne. En tant que jeunes, en tant que citoyens actifs, il est important de pouvoir contribuer à la lutte contre le manque de sang qu'il y a dans nos différents hôpitaux. Donc ce matin, nous invitons toute la jeunesse du campus de Cocody à venir faire pareil, à venir aider nos autorités à pouvoir lutter contre le manque de sang qu'il y a dans les différents hôpitaux. De 2011 à 2021, le nombre de centres de collecte de sang est passé de 14 à 27. La Côte d'Ivoire doit collecter 240 000 poches de sang par an au lieu de 159 551, selon les recommandations de l'OMS. Le gap de 100 000 poches de sang reste donc à combler. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire prépare activement l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Et dans la région sud, San Pedro, l'une des villes choisies pour abriter les rencontres, se dépêche, mais en travaillant toujours avec rigueur. En effet, les travaux de construction du stade de 20 000 places et du village Cannes sont exécutés à plus de 90%. Les explications de Sam Conan. San Pedro, l'une des villes retenues pour abriter les phases finales de la CAN 2023, est en chantier. Le stade de 20 000 places sort progressivement de terre sur l'axe San Pedro-Sassandra. Tout ce qui est structure, gros œuvre est aujourd'hui achevé à 100%. Les corps d'état techniques sont actuellement en train d'être réalisés. La fondation de la pelouse est en train d'être réalisée en ce moment. Après, on va passer au nivellement et en fin de compte, passer au planting du gazon. Côté village Cannes, situé de l'autre bout de la ville, sur l'axe San Pedro-Tabou, les 32 villas sont sorties des terres. Les superstructures des 32 villas sont réalisées. On est en train de faire la maçonnerie, qui est aussi à 90% achevée. Et dans l'ensemble, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les villas sont en train de prendre la forme définitive. Les voies d'accès au stade moderne, celle menant au village à Cannes en passant par le pont et celle qui conduit au terrain d'entraînement des équipes de football, les travaux de bitumage ont démarré. Pour l'instant, au niveau du Bénet, les voies que nous avons en charge tournent autour de 12 km. Et ces voies sont réparties dans plusieurs zones. Nous avons des voies qui sont dans la zone de la cité Cannes pour faciliter l'accès à cette cité où les joueurs vont devoir résider.
Ensuite, nous avons aussi des voies autour du stade de compétition. Et nous avons des voies autour des différents stades d'entraînement pour faciliter le déplacement des équipes lors de leur préparation avant tout match. Véritablement, on a démarré il y a à peine 2 mois. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'avancement global de ces travaux tourne autour de 20%. D'autres voies d'accès sont en train d'être bitumées un peu partout dans la ville. Cette fois, dans le cadre du Pudicas, comme la voie du lac Francophonie, celle des plages et la rue des Grumiers menant au port, pour le bonheur des Pétruciens. Toujours en Côte d'Ivoire, le parc Dominique Ouattara de la commune de Cocody, de nouveau ouvert aux visiteurs. Cet espace avait été fermé depuis plusieurs mois en raison de l'épidémie de coronavirus. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Le parc urbain Dominique Ouattara dans la commune de Cocody ouvre à nouveau ses portes. Cet espace était fermé depuis quelques mois en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, fait l'annonce. Dès que nous avions atteint la pointe de la COVID, on a jugé utile de tout fermer. Et là, nous redonnons la possibilité aux enfants de revenir. Et nous comptons sur les parents pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles. Nous allons jouer le rôle qui est le nôtre, que les parents jouent aussi le leur. Cet espace de convivialité, créé pour des activités destinées à détendre et divertir la population, en particulier les enfants, donne plusieurs possibilités de distraction à ses visiteurs. Bâti sur une superficie de 11 000 m², l'espace est géré et entretenu par le district autonome d'Abidjan. Il offre une pergola, un banc rivière, une aire de jeu pour enfants et un amphithéâtre. Alors, il y a plusieurs espaces de jeu, les jeux collectifs, les jeux individuels. Et quand les enfants se retrouvent, tous les jeux deviennent collectifs. Et étant donné que la fraternité, la solidarité et le jeu d'ensemble est le point fort des enfants. Nous les accompagnons dans ce sens et nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Malgré l'amélioration des conditions de restriction liées à la pandémie de la COVID-19, quelques règles restent à respecter. Le port du cache-nez et le lavage des mains sont obligatoires. Autre actualité nationale avec ce coup de filet des éléments de la police criminelle. 22 enfants mineurs burkinabés et leurs 2 employeurs en partance pour Daoukro ont été appréhendés récemment à Bouaké, dans la région centre du pays. Ces enfants âgés de 11 à 17 ans et recrutés au Burkina Faso travaillaient dans des conditions très pénibles sur les sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Sous direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle de Bouaké, 22 mineurs burkinabés âgés de 11 à 17 ans et 2 de leurs employés y sont depuis le dimanche 27 juin. En effet, en partance pour la région de Lifou, pour l'exploitation clandestine de l'or, ces mineurs et leurs patrons n'ont pu échapper à la vigilance du lieutenant Arnaud Kouakou et ses hommes. Un véhicule venant du nord, nous ne savons pas d'où précisément, a déversé ces mineurs et notre véhicule les a embarqués pour leur destination finale devrait être Daoukro. C'est comme ça qu'on a eu l'information en collaboration avec la préfecture de police. Nous avons mis la main sur les 22 avec le chauffeur. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons mené plus d'investigations pour pouvoir prendre les commanditaires. Et Dieu merci, jusqu'à 17 h, mes collaborateurs et moi, nous avons réussi à mettre la main sur les 2 commanditaires et nous sommes en train de les auditionner pour les mettre à la disposition du parquet. Après 4 mois passés dans les sites d'orpaillage sans grande moisson à Odiéné, les employeurs ont décidé d'aller sous d'autres cieux plus favorables. Il m'a dit que s'il a travaillé 1 mois, il fait 100 000, une personne.
C'est à cause de ça qu'il m'a dit. C'est à cause de ça qu'on est venu. Si tu as travaillé, si nous gagnons l'or, si tu as dit que tu veux retourner, si alors il enlève l'or là pour vendre, il donne toi ton argent. Pour les employeurs, ces enfants qui ne savent ni lire ni écrire sont en terre ivoirienne avec la caution de leurs parents. Ces enfants sont ici avec l'autorisation de leurs parents. Ils travaillent et ils sont payés à 100 000 francs CFA. Cet argent sert à s'occuper de leurs parents, construire des maisons. J'ai fait ce travail depuis longtemps, c'est aujourd'hui j'ai été pris. Après leur avoir expliqué la loi sur le trafic, le travail et l'exploitation des enfants, les employeurs illégaux de ces mineurs regrettent leurs actes. C'est maintenant que je comprends que faire travailler des enfants n'est pas une bonne chose. Je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Pour mettre un terme à la traite, au travail, à l'exploitation des enfants et à la délinquance juvénile, le lieutenant Arnaud Kouakou appelle les populations à la collaboration et à la dénonciation. L'antenne de la sous-direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle de Bouaké couvre les régions du Hambol, du Béké, du Bélier et de la Marawi. Des images à présent. Le gouvernement éthiopien a décrété hier un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel dans la région du Tigré. Cette décision intervient après que les forces loyales aux anciennes autorités du Tigré ont repris la capitale Mekele. Pour terminer, ce drame en Floride, aux États-Unis, 5 jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan s'est alourdi, passant de 9 à 10 morts. Annonce faite hier par la mairie du comté. 151 personnes sont encore considérées comme manquantes. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.